Togo Info, le Togo à votre portée. Eh bien, passons au débat sur l'actualité socio-politique. L'opposition, notamment à la dynamique de Monseigneur Kodro, continue de contester les résultats, bien que définitifs, proclamés par la Cour constitutionnelle. Agboumé Kodjo, au lendemain donc, de la proclamation définitive des résultats, a convoqué la presse. Vous étiez là, Sylvestre Béni, et vous l'avez entendu, Agboumé Kodjo pense continuer sa résistance jusqu'à l'établissement de la vérité des urnes dont il parle. Est-ce que, selon vous, après la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, Agboumé a encore une chance de pouvoir établir une certaine vérité des urnes? Je crois qu'une chance, je crois que la politique va vite. Et puis on donnera donc, on se donnera quand même du temps pour voir comment est-ce que les choses vont évoluer dans les prochains jours. Sauf que je l'ai dit la dernière fois ici sur ce plateau, que le temps est contre quand même Agboumé, il faut le dire, le temps joue contre lui, parce que s'il faut réellement entrer en résistance, je crois qu'il est temps quand même qu'il sorte donc de sa résidence. Et vous étiez là la dernière fois, je lui ai quand même posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous êtes confiné chez vous, mais vous menez une résistance. Je crois que la résistance ne se mène pas à la maison, si vous voulez. Et non sur les réseaux sociaux. Oui, et bien évidemment, mais si vous voulez engager une résistance, je crois qu'il faudrait quand même que vous sortiez donc de votre tour, il faudrait quand même que vous alliez. Du moins c'est dehors pour résister. Je crois que c'est ce qui a fait le mérite de Jean-Pierre Favre à l'époque, quand il entre en résistance. Il est sur le terrain, il va au contact, il va vers ceux vers qui il pense qu'ils lui ont volé. Et puis on a vu quand même la manière dont les choses se sont passées. Maintenant, je crois véritablement que nous pourrions faire économie d'une crise politique qui ma foi, affaiblirait peut-être davantage le pays. Oui, c'est une nouvelle que nous rentrons progressivement dans une nouvelle crise, si certains ne le voient pas. Parce que je me dis que nous sommes sortis donc des événements de 19 août. Nous devons quand même prendre du temps. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, il y avait le ministre qui disait que chaque jour de manifestation fait près de 2 milliards de francs CFA au Togo. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, à l'époque, j'ai fait rapidement le calcul. On parle de 21 jours de marche. Quand on parle donc de 2 milliards fois 21, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, nous avons perdu beaucoup d'argent dans cette crise-là. Et que nous devons faire économie et des crises à répétition que nous avons souvent vécues, ou nous sommes encore en train de vivre au Togo. Maintenant, moi, je me dis que la CENI n'a pas véritablement joué son rôle, ou que nous tous, nous avons encore passé à travers dans l'organisation de ce scrutin-là. Mais que reprochez-vous à la CENI, exactement? Oui, personnellement et honnêtement, lorsque vous voyez les choses, on parle donc de 9389, je crois, bureaux de vote. Et quand on vous parle de 9389 bureaux de vote, vous ne pouvez pas faire la compilation de cela en moins de 24 heures. C'est impossible. C'est impossible. C'est un système informatique qui travaille. Non, il ne doit pas utiliser le système sincère. Le système sincère a été refusé par la CENI et elle-même bien avant les élections, comme ce fut le cas en 2010 où le système VSAT a été refusé par la CENI. Donc ça veut dire que c'est une compilation manuelle qui ont été faite. Bon, il y a après qu'on a... Est-ce que la CENI a expliqué que c'est une compilation manuelle? Non, si le système sincère, et on n'a pas utilisé le système sincère, mais ils l'ont fait avec quoi? Par SMS? Non. Donc c'est l'ancienne méthode qu'ils ont encore utilisée, où on fait venir donc les procès-verbaux et tout. Donc il est vrai, la CENI peut envoyer après, mais normalement si la CENI envoie les procès-verbaux, on doit avoir également les procès-verbaux des bureaux de vote pour essayer de comparer si c'est réellement ce qui a été, ce que la CENI a envoyé. Mais je me dis qu'en moins de 24 heures, on ne peut pas faire tout ce travail-là pour 9389 bureaux de vote. Ça, je crois que même si c'est des robots, ils ne peuvent pas.
C'est pourquoi je dis que cette précipitation a quand même donné de l'eau au moulin à ceux qui contestent aujourd'hui les résultats. Parce qu'ils se disent que les choses n'ont pas été libres et transparentes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve presque dans une situation comme la Guinée-Bissau, où on a deux présidents. Il est vrai, il y a l'un, c'est-à-dire Faure Gnassingbé, qui est légalement donc proclamé vainqueur des élections par la Cour constitutionnelle. Maintenant, le plus dur, la dernière fois, nous titrons donc dans notre parution que le plus dur commence. Le plus dur commence parce que, vous verrez, aujourd'hui, il a la légalité. Maintenant, il va encore se battre pendant un temps fou. Au lieu qu'on aille très vite, parce que le développement nous attend, au lieu qu'on aille très vite, il va se battre, il va prendre encore un temps fou. Il a appelé d'ailleurs au travail. Voilà, aller chercher sa légitimité. Parce qu'il y a des gens qui vont encore le contester dans la rue. On va encore prendre un temps, on va acheter des gaz lacrymogènes, on va tout ça là. Je crois que tout cela retarde en fait le pays. Est-ce qu'Agbéo Kodjo a la capacité nécessaire de faire gronder la rue, comme d'autres leaders l'ont fait au Togo il y a quelques années? Non, ça c'est véritablement le nœud du problème parce que Agbéo, mais quoi qu'on dise, n'a pas de militants. Ça, je le dis et je l'assume. Agbéo n'a pas de militants. Bon, si on dit n'a pas de militants, peut-être que c'est un peu exagéré, mais Agbéo n'a pas de militants de la trempe de l'ANC. C'est pourquoi l'ANC, quand on conteste, tout de suite les gens sont dans la rue parce que l'ANC, c'est le parti qui est le mieux implanté sur tout le territoire du territoire, qui a beaucoup de fédérations. Donc, quand on dit levez-vous donc du nord au sud, il y a les gens qui se mobilisent. Mais Agbéo n'a pas assez de militants. Voilà, je crois que j'ai trouvé le terme approprié. Agbéo n'a pas assez de militants pour déverser dans la rue pour la contestation. Maintenant, je crois que c'est ce qui joue un peu contre lui. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que le temps est contre Agbéo. S'il veut véritablement engager un bras de fer avec le pouvoir togolais, je crois que le pouvoir togolais a toujours peur d'une chose, c'est la rue. C'est les manifestations. Et on a vu ce qui s'est passé du 19 août 2017 à novembre 2018. On a vu quand la rue a grondé et tout ça. C'est vrai que ça nous pénalise tous, je le dis, parce que ce sont pas... Aujourd'hui, ça va vite, quoi. Nous devons travailler. Il faudrait quand même que le pays bouge pour que au moins les jeunes puissent également retrouver une place au soleil. Mais si à chaque fois, nous allons rentrer dans des crises à répétition, des crises qui ne finissent jamais. Souvenez-vous, depuis 93, c'est-à-dire la première mascarade de présidentielle à 93, au sorti donc, c'est-à-dire au lendemain donc du multipartisme, vous avez vu que en 93, c'est le général Gnassingbé qui a gagné. En 98, c'est le général Gnassingbé qui a gagné. En 2003, c'est le général Gnassingbé qui a gagné. En 2005, c'est Faure Gnassingbé qui est proclamé vainqueur. En 2010, c'est Faure Gnassingbé. En 2015, c'est Faure Gnassingbé. Et en 2020, c'est Faure Gnassingbé. Et vous verrez que si vous prenez toutes ces périodes-là, c'est vrai qu'ils ont eu la légalité, mais ils souffrent toujours de légitimité. Parce que le peuple, du moins, si vous voulez, une majeure partie de la population ne se voit pas en ces dirigeants-là. Et à chaque fois, il y a la contestation sur contestation. C'est pas bien. Eh bien, Médissa Sama, c'est bien vrai, l'opposition conteste la victoire époustouflante de Faure Gnassingbé, victoire qui va de 70,78% après les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Mais dites-nous, Madame, Faure mérite-t-il vraiment sa victoire? Moi, je dirais, avant d'en venir là, qu'il faut regarder comment est-ce que... sur le plan national, c'est-à-dire au Togo, comment la politique est faite. Aujourd'hui, il l'a dit, quand on prend M. Jean-Pierre Fabre, il a quand même ses bureaux, il a quand même toute une organisation sur le plan national. Ça veut dire que quand on va aller, par exemple, à Dapaon, on va parler de Jean-Pierre Fabre, les gens l'ont déjà vu. D'accord? Et il faut prendre en compte le fait que les Togolais ont besoin de voir les personnes qui leur parlent. C'est ce que je dis. Le combat, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Le combat, ce n'est pas faire comment je vais dire ça, des interviews et envoyer ça un peu partout. Non. Il faut regarder la réalité des choses. Aller à la rencontre des populations. Aller à la rencontre des populations. Avec ces populations. Mais attendez, franchement, moi, je ne suis pas à la CENI. Okay? Je ne sais pas comment ça a été fait, la compilation, qu'est-ce qu'ils ont utilisé, j'en sais rien. Mais je sais juste une chose. Si on prend la campagne donc, du président Faure en 2015, même 2010, et on la prend en 2020, ce n'est pas pareil.
ils ont fait un travail de fourmi. Et il y a quelque chose de fondamental qu'il faut rappeler, c'est les élections locales. Aujourd'hui, grâce donc aux maires qui sont implantés sur toute l'étendue du territoire... Qui sont pour la plupart du Parti Uni. Voilà, qui sont, non seulement ils sont pour la plupart du Parti Uni, mais ils ont la possibilité d'être le plus en contact donc avec leurs cibles. Donc il faut faire des analyses. Nous les jeunes, on n'est plus aussi, comment dire, aussi, on va pas dire idiot, mais aussi aveugle. On regarde les choses. Et même quand on regarde pendant les 2 semaines de campagne, mais le président, moi-même j'étais étonnée parce que il est allé à la rencontre des gens. Il a parlé aux jeunes, il a parlé aux artisans. Et ça en fait ce que les gens retiennent. Quand on fait... Donc, on a des élections, on les prépare. Ça veut dire que bien avant, vous allez remarquer, juste après les élections municipales, il y avait un gros travail qui se faisait déjà sur le terrain. Il y en avait même qui critiquaient, disaient, mais attends, il commence la campagne ou quoi? Parce que ça bougeait. On voit également les cadres du parti aller dans leur siège respectif. Quand les 2 semaines, donc pendant les 2 semaines, vous allez voir, pour ceux qui ont fait la remarque, que comme vous venez de le dire, les cadres, les différents acteurs politiques, administratifs qui se sont retrouvés donc, dans leur localité ont fait un travail de fond. Et on sait comment ça se passe. Lorsque tu es par exemple dans un village où tu as fait quand même quelque chose et tu parles aux gens et que tu les écoutes, que tu prends en compte leurs désirs ou disons leur... on va parler beaucoup plus de doléances. Mais après c'est de ça on se souvient quand on va pour voter. Parce que lui, il a été là, il m'a écouté. J'ai eu l'impression qu'il a pris en compte ce que j'ai dit. Eh bien, je me sens mieux, je pense que ça peut faire le travail. Mais quand on regarde de l'autre côté, effectivement, aujourd'hui, quand on parle de M. Agboyome, mais ce n'est pas pareil. Regardez lors des élections législatives et tout. Mais il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie au Togo. Et il faut rappeler que on a plus de 110% donc, de la population est jeune. Et quand on parle de 110% pour le chef de l'État, quand vous faites 110 fois 110, on peut dire qu'il a peut-être 49% donc, de l'électorat jeune. Et 49%, ce n'est pas rien. Quand on regarde la plupart des personnes donc, qui s'intéressent à la chose politique. Et je trouve qu'il est essentiel, surtout pour nous les jeunes, parce que j'insiste surtout pour nous les jeunes, parce que c'est nous qui sommes au front, c'est nous, on instrumentalise. C'est notre avenir qui est pris en étau. Et sincèrement, quand je regarde depuis 2017, donc le 19 août, tout ce que ça a engendré à la jeunesse, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que nous, les jeunes, nous puissions démontrer à nos aînés, aux leaders politiques, que nous ne sommes plus des marionnettes, encore moins des ouvriers politiques, que nous voulons retrouver notre place, que notre place, c'est au niveau du travail, pour qu'on puisse être, on va dire, économiquement stable et en sécurité. C'est de ça que nous avons besoin pour grandir dans un environnement où on va préparer la place à nos jeunes, à la nouvelle génération. Donc, on a envie d'aller au travail, on a envie que nos préoccupations soient prises en compte, on n'a plus envie de passer notre temps dans la rue ou ailleurs en train de parler politique, ça ne donne rien du tout. Franchement, il faut que ça s'arrête. Voilà. Sylvestre Béni, Médissa Sama a fait une observation. L'opposition, les leaders de l'opposition ont été absents pendant plusieurs mois sur le terrain. Ils n'ont pas été en contact de façon véritable et effective avec la population. Cette communion, cette proximité n'a pas existé. Et pourtant, on l'a vu au niveau du parti au pouvoir. Oui, ça, je crois que c'est un fait réel. Maintenant, il faut aussi faire la part des choses. Aujourd'hui, ceux qui sont plus au contact de la population, ceux qui arrivent donc à trouver au moins des formules, ne serait-ce que pour satisfaire les doléances donc, de nos populations, il faut également reconnaître que c'est ceux-là qui sont aujourd'hui aux affaires, c'est ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc, ils ont au moins la main nécessaire lorsque quelqu'un vient leur voir que, bon, tu sais, j'ai besoin de 5 000 francs, il peut dire d'accord, prends 10 000 francs et le lendemain tu viens, on va échanger. Donc, je crois que ces faits-là ont beaucoup joué en faveur du parti au pouvoir. Ça, personne ne peut quand même dénier cela. Et vous avez vu que même lors des campagnes, nous avons vu des gens en t-shirt et unis et qui sont allés dans une contrée avec des feuilles de tôle et tout ça. Je crois que ces faits-là peuvent influencer véritablement ces personnes-là
à voter pour le parti au pouvoir. Maintenant, ici, quand on parle donc d'implémentation ou d'assises nationales, je crois qu'il y a, c'est pour l'opposition, ce n'est que l'ANC qui a une certaine assise, c'est vrai. Mais sauf que, est-ce que ceux qui représentent l'ANC dans les préfectures, dans les hameaux les plus reculés, ont quand même assez de moyens pour satisfaire ces doléances? L'autre question, est-ce qu'ils sont convaincus d'ailleurs de l'idéologie politique de leur parti? Non, ils sont convaincus. Je vous dis parce que n'oubliez pas que certains observateurs ou certains analystes ont fait savoir dans ce pays que des délégués même des partis de l'opposition sont des délégués choisis parfois par le parti au pouvoir, puisque les partis ou les candidats de l'opposition manquent de délégués dans certains bureaux. Non, tout ça là, c'est en fait la paupérisation de la population qui joue en faveur donc, du régime. Ça, il faut le dire également. Finalement, tout joue en faveur du régime. Non, lorsque vous allez à l'intérieur du pays, je me dis que les vrais opposants qui sont à l'intérieur du pays, il faut quand même les féliciter. Parce que c'est là où il y a tellement de pression. Soit on te bloque tes affaires, soit c'est parce que on t'asphyxie financièrement et tu es obligé de te ranger. Donc les gens le font parfois à contre-cœur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, peut-être un parent ou un membre inférieur, qui viendra ou qui a déjà conçu ou acheté une belle une voiture donc à ton cousin et qui envoie le cousin vers toi pour te dire que toi, tu sais ce que le gars là m'a fait, tu sais ce qu'il a fait pour la famille, tu sais ce qu'il a fait pour quand maman est décédée, tu sais combien de millions nous a donné pour les obsèques, tu sais ce qu'il a fait pour que ta soeur là parte finalement à l'étranger et toi tu veux suivre bêtement l'opposition te donne quoi? Tu vois, ces gens de pression finissent par lâcher, par contraindre, voilà, c'est le verbe approprié, par contraindre certains à se ranger, malheureusement. Or, au fond dans leur conviction interne, ce sont des gens qui ne partagent pas cela. Donc, c'est la réalité, Donc, admettons que la paupérisation de la population joue également en faveur de régime. Et peut-être que c'est la stratégie que les gens utilisent. Lorsqu'on va vous voyez, il y a des gens qui se sont levés. Il y a un avocat, suivez mon regard, qui a combattu ce régime-là à un moment donné. Quand un bon matin, on lui fait un redressement fiscal, il s'est tué. Vous voyez? Donc, il y a ces genres de paramètres, il y a ces genres du moins de faits également, qui ma foi, oblige certains à se ranger ou à se taire. Vous reconnaissez quand même que... Vous reconnaissez quand même qu'il y a aussi des soutiens volontaires à Faure Gnassingbé? Non, ça, je crois que il y a des soutiens volontaires. Mais dis ça, est-tu un soutien volontaire donc Et c'est quoi votre soutien volontaire à vous? Donc, je crois qu'il y a des soutiens volontaires. Il y a des gens qui sont convaincus de l'idéologie du régime. Ça, c'est la démocratie. On ne peut jamais quand même leur faire des reproches. C'est ça leur conviction. C'est ça la manière dont ils veulent quand même que les choses se passent. Maintenant, il y a d'autres qui ne partagent pas cela, mais qui, ma foi, on les contraint à le faire et ils sont obligés de suivre la vague. Maintenant, c'est ça. Mais sauf que je crois véritablement que le chef de l'État a quand même du pain sur la planche, pour ne pas dire la planche sur le pain. Il doit aujourd'hui, malheureusement, encore aller et demander une légitimité et il doit encore rassurer tout le monde. Parce que, je vous dis... 70,78%, on peut encore parler de recherche d'une certaine légitimité. Non, vous savez, bon, ça c'est... Ça dépend du moins des bords ou des camps où on se trouve. Vous savez, il y a beaucoup qui ne croient pas en ce chiffre-là. Des 70% où on parle de Scola soviétique, on parle de Scola Mussolini, on parle de Staline, tout ça. Donc il y a beaucoup qui ne croient pas à ce chiffre-là. C'est également leur droit. Maintenant, ceux qui veulent croire, c'est libre à eux également de croire. Mais sauf que moi, je me dis que nous avons encore passé à travers cette élection-là. Cette élection n'a pas véritablement ressorti l'aspiration démocratique.
Malheureusement, c'est l'analyse que moi j'ai faite. Oui, c'est votre analyse. Mais, Oui, mais là, Sama. j'ai envie de dire à mon frère Sylvestre que ça doit être dans les deux sens. C'est-à-dire que la démocratie ne veut pas dire laisser une partie donc dire ce qu'elle pense et ne pas le permettre à d'autres. Je rappelle que le vote est secret. Je peux comprendre les analyses qu'il a faites, que les gens ne se retrouvent pas, que la paupérisation peut-être justifie ça. Mais je me demande, est-ce que dans le bureau de vote, lorsque tu es dans ton petit carré, que tu dois voter, est-ce que tu es contraint ou tu as je sais pas, des caméras qui montreraient qui est-ce que tu choisis? Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde, c'est qu'aujourd'hui, prenons en compte les cultures et les valeurs togolaises. Vous voyez, lorsque vous êtes sous la responsabilité de votre papa et que papa dit, chez moi ici, à 18h, la porte est fermée. Chez moi ici, t'entends, c'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça, on mange, c'est comme ça, on agit et tout. Si tu es frustré, tu as deux possibilités. Soit tu prends tes responsabilités, tu deviens autonome, tu quittes la maison de papa pour aller construire ou louer ta maison et t'occuper de toi. À ce moment, ton papa ne te dira pas fais ci, fais ça, fais ça. Donc, là où je vais en venir, c'est effectivement, il est temps que nous puissions analyser la situation de sorte que qu'on ne soutienne pas un parti parce qu'on est frustré. Parce que la frustration, elle est à tous les niveaux. Mais le plus important, c'est où est ma solution? Si tu restes dans la maison de ton père et que tu continues pas à te plaindre, mais ça ne changera pas. Mais si tu te dis, bon, ok, là, j'en ai marre, j'en peux plus, qu'est-ce que je dois faire? Là, tu prends tes responsabilités. Et c'est là où j'en viens en disant, il est temps que nous, les jeunes, nous abandonnons justement on va dire, en tant qu'ouvrier politique et qu'on se concentre sur l'essentiel. Qu'on arrive à avoir donc cette possibilité-là de pouvoir décider normalement. On ne peut pas aussi dire que parce que je suis de l'opposition ou que je suis du parti au pouvoir, je n'ai pas droit. Pourquoi est-ce qu'on doit reprocher à ceux qui soutiennent le parti au pouvoir d'être des mangeologues, d'être ceux-là qui veulent... Pourquoi ça doit être ça? Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas se dire, mais attends, si ça se trouve, ils se retrouvent dans la vision ou en tout cas, ils pensent pouvoir mieux agir du côté du pouvoir. Et c'est la même chose aussi au niveau de l'opposition. Le fait d'être de l'opposition, mais le danger serait d'être de l'opposition parce que tu détestes le parti au pouvoir. Parce qu'à ce moment, ça ne changera pas. Demain, peut-être le parti que tu soutiens aujourd'hui va devenir aussi ton ennemi que tu vas combattre. Donc, tu vas passer tout ton temps à être frustré à combattre. Mais si tu es du côté de l'opposition, parce qu'il y a une vision qui t'anime, parce que tu vois que oui, par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce qu'ils font surtout, effectivement, je pense que je peux mieux apporter à travers mon soutien. Nous sommes là pour ça. La démocratie, l'avantage... Ne pas laisser les frustrations fonder notre position. Exactement. C'est-à-dire que l'avantage aujourd'hui d'avoir donc, d'implémenter le modèle démocratique, ce n'est pas de dire le parti au pouvoir n'a qu'à partir ou que l'opposition n'existe pas. Ce que chacun apporte sa pierre à la construction. Ce que celui qui est là fait quelque chose et l'autre dit non, mais ce que tu fais, en fait, je pense qu'on peut le faire mieux. Et c'est dans cette tendance-là qu'il faut aller. Une opposition de proposition. Une opposition de proposition et de construction où les gens qui décident donc de donner leur voix ou en tout cas de militer pour un camp ou l'autre, que ce soit animé par donc l'esprit de construction et non de frustration. Parfois même c'est des règlements personnels. Des règlements de compte. Des règlements de compte personnels et on habille ça donc dans la politique. Il y en a marre. Aujourd'hui, quand on crie sur tous les toits, on dit oui, les gens sont des dictateurs, les présidents veulent mourir au pouvoir et tout. Il ne faut pas qu'on utilise ça pour nous manipuler. Parce qu'ailleurs où les mêmes personnes, il y a aussi des gens qui sont là au pouvoir et où c'est perpétré de père en fils, on ne parle pas de dictature là-bas. Ça veut dire que quelque part, si nous-mêmes intentionnellement, nous pensons que c'est la caricature, c'est un peu comme on dit, oui, le premier noir à être à l'état-major. C'est comme si le noir n'était pas un être humain. Pourquoi on doit dire le premier noir? Pourquoi on ne peut pas dire Monsieur Steve, le premier de sa famille de tel être-ci? Donc il faut qu'on arrive véritablement à reprendre notre dignité et qu'on refuse des catégorisations et surtout de l'Occident, parce que c'est très facile quand on en parle que oui, les dictateurs ont fait ci, que les gens sont brumés, que les gens sont comment, et on se rend compte que à la fin on nous utilise et ce que nous voulons véritablement on ne l'a pas. Il est temps que ça change.
Si nous avons des difficultés, on doit le régler en interne et surtout dans une atmosphère où j'allais même dire dans une ambiance ou intention positive d'apporter quelque chose de mieux. Parce que si on critique aujourd'hui Fort Réseau Zimna Nyasingbe et que celui qui va arriver soit va faire pareil ou pire, ça veut dire que quelque part c'est toujours ce peuple que tout le monde se réclame qui va encore en pâtir. Et donc, il faut que ça change. Il faut véritablement que ça change. Et soyons à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et surtout, nous, j'insiste beaucoup sur ceux-là qui soutiennent un camp ou un autre. Ayez les bonnes raisons de soutenir. Le fait de soutenir est très bon, mais il faut avoir les bonnes raisons. Il ne faut pas détester pour soutenir. Il ne faut pas, parce qu'on a faim, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, parce que je n'ai rien à faire, je chôme, j'ai faim, eh bien, je vais aller créer mon entreprise. Si tu n'as pas les bonnes raisons pour le faire, eh bien, tu n'iras nulle part. C'est pareil aussi ici. Il faut que ça change. Et si on ne trouve pas, donc, comme on le dit, nos aspirations, on doit travailler chacun à pouvoir susciter un leader qui va répondre justement à nos attentes. Sinon, celui-là qui répond, soutenez-le et, laissez chacun en paix, militer pour le camp qui le décide. C'est ça aussi la démocratie. Sylvestre Béni, Agbeyome Kodjo, je le disais tantôt, continue toujours d'insister sur sa présumée victoire. Et Christian Trimois, la question de savoir est-ce que le pouvoir de Faure Gnassingbé pourra faire un geste, peut-être s'asseoir avec la dynamique Monseigneur Kodjo, avec Agbeyome Kodjo, définir peut-être un plan de concertation. Christian Trimois répondait sur une chaîne étrangère, ceci, le chef de l'État a toujours prôné une gouvernance consensuelle et concertée. Est-ce qu'on peut s'attendre à un gouvernement d'ouverture dans les prochains jours? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est par ce canal-là qu'on doit passer pour que on puisse, et du moins apaiser les choses, pour qu'on puisse aplanir les divergences qui nous font reculer, pourquoi pas? Donc moi je dirais que c'est également une possibilité. Mais lorsqu'on ne met pas donc de gouvernance concertée et tout... Et consensuelle. Et consensuelle, non. Je crois que... Est-ce que le pouvoir voudrait dire que nous allons faire appel à des compétences même de l'opposition? Normalement, je crois qu'à un moment donné, le pouvoir togolais doit quand même s'ouvrir à l'opposition. J'ai toujours reproché au pouvoir togolais, et je vais encore le dire, que le plan national de développement, c'est un plan ambitieux. Mais sauf que je veux véritablement que ça soit un truc collégial où tout le monde se retrouve. Normalement, lors de la conception donc, de ce plan, mais qu'est-ce qui empêche le pouvoir togolais de voir au moins avec quelques membres de l'opposition, voilà, nous voulons avoir un plan national pour que tout le monde se retrouve. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Quelle est quand même votre vision sur tel ou tel sujet? Et si l'opposition refuse, là, moi, je serai le premier encore à tirer de l'opposition parce que nous voulons que c'est en réalité ça rentre dans le cadre du développement du pays. Donc, il faudrait quand même que tous les génies se mettent ensemble pour qu'on ait un truc de manière consensuelle et concertée. Et maintenant, cela n'a pas été fait. Souvent, quand on parle de gouvernement consensuel et concerté, bon, c'est un gouvernement... Et bon, un gouvernement d'union et national où on prend telle personne ou un tel opposant un peu allié du régime, on le met dedans et tout ça. En réalité, mais les leaders de l'opposition, des partis beaucoup plus, des grands partis politiques de l'opposition ont parfois refusé la main tendue du pouvoir. Oui, ils peuvent refuser. Et aussi le gouvernement togolais aussi n'est pas obligé de les appeler. Si nous sommes dans la logique où si le pouvoir a gagné logiquement, s'il a gagné démocratiquement, donc Faure Gnassingbé a gagné logiquement. C'est-à-dire, il n'est pas obligé. C'est son parti qui a gagné, son parti doit gouverner. Mais dans l'intérêt général... Mais dans l'intérêt général, il peut. Il peut. C'est pourquoi je dis qu'il n'est pas obligé. Il peut quand même tendre la main à l'opposition. Et ceux-là aussi ne sont pas obligés de venir. Ils ont également leur droit de refuser. Maintenant, mais à l'allure vont les choses. Parce que nous avons encore une nation et encore issu des braises, nous avons encore une nation divisée. Donc, pour apaiser les choses, je crois qu'on peut également essayer quand même cette formule-là pour que les choses puissent évoluer. Maintenant,
moi je l'ai dit, hein, nous ne sommes pas... Ces crises à répétition que nous vivons, ça ne permet pas un décollage donc, du pays. Je veux véritablement que les politiques puissent quand même se retrouver, accorder leur violon pour qu'on ait la véritable paix. Hein, je parle de véritable paix. Quand on parle de véritable paix, c'est la paix économique, la paix... Voilà, la paix dans tous les sens et à tous les niveaux. Et je veux également parler quand même à tous les militants des partis politiques. Il y a tellement de gens qui sont zélés. La dernière fois, je suivais le président donc, de Hadi, qui disait que lors de la campagne, il y a certains militants qui ont menacé les militants de l'ADI que si on n'a pas 100% ici pour Fonya-Sibé, le lendemain, on viendra brûler les choses. Et que le lendemain, ils sont venus passer à l'acte. Je crois que ce n'est pas leur président qui demande de faire ça. Il faut à demander même dans la plupart de ses propos de l'humilité. Voilà, ces genres de personnes, normalement, on devait quand même les punir. On devait normalement les punir parce que en le faisant, ils sont en train donc de salir en fait l'image de leur parti. Donc je crois aujourd'hui que il est temps qu'on puisse quand même accorder les violons et évoluer, mais sauf que c'est une crise qui est encore qui s'ouvre encore sous nos yeux. Mais comment est-ce que les politiques doivent quand même gérer cela? C'est ça mon inquiétude en fait. En tout cas, Fonya-Sibé, lui, au Conseil des ministres hier, premier Conseil des ministres de cette année, il disait, il a exhorté les membres du gouvernement à travailler en synergie en vue de trouver des solutions judicieuses aux problèmes de plus en plus complexes auxquels l'État doit faire face. Il leur demande d'être proactifs et de se mettre au travail avec toute l'ardeur qui sied. C'est ce qu'a rapporté donc le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres d'hier. Mélissa Sama, quelles sont les priorités sur lesquelles Fonya-Sibé doit axer sa gouvernance pour ce nouveau quinquennat? Je pense que vous vous en doutez que je vais parler de la jeunesse. Et aujourd'hui, mon frère... Sylvestre vient de le dire, on parle du PND. Et rappelons que son 5% du budget du PND revient au secteur privé. Donc il est quand même essentiel comme priorité de mettre un cadre pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, on a par exemple, je pense, 4000 entreprises créées en une année. Mais est-ce que ces entreprises-là sont viables? Et donc, les priorités, c'est il faut vraiment, si on veut donner la place au secteur donc privé, surtout à l'entrepreneuriat, il faut vraiment prendre des dispositions qui vont, disons, aider, accompagner donc ce PND. Ça veut dire que quelque part, même au niveau des plus grandes instances, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, qu'ils puissent avoir peut-être un portefeuille dédié à cela. Et que ce soit des gens qui sont beaucoup plus technocrates que politiques. Parce que derrière, quand on prend un théoricien, il n'est bon qu'en théorie. Quand on prend un praticien, il est bon aussi dans la pratique. Donc, quelque part, il faut savoir faire comment dire ça, il faut mettre ça ensemble pour que les choses puissent aller encore, disons, de l'avant. Et l'autre priorité aussi, bon, je vais parler de l'éducation. Au niveau de l'éducation, nous savons très bien la place qu'occupe l'éducation aujourd'hui. L'éducation est très importante et je pense qu'il faut vraiment miser là-dessus afin que cette génération qui se fait former ne se retrouve pas dans la même situation que celle qui vient de passer, où on est là, on est obligé de créer des concours pour embaucher les gens, d'ouvrir des portes à on va dire, des domaines où peut-être on n'aurait pas pu le faire, tout simplement parce qu'il y a une grande masse qui a besoin d'être embauchée. Il y a aussi la question de la santé. J'ai été ravie de ce qu'il a dit dernièrement par rapport aux étudiants, où l'assurance maladie va couvrir les étudiants. C'est extrêmement élogieux. Maintenant, il faut que ça tende vers le corps privé, c'est-à-dire le secteur privé, les entrepreneurs, les artisans et tout ça. Il faut qu'on arrive véritablement donc, pendant ce mandat-là à ressentir beaucoup plus donc l'assurance maladie sur le plan global. Et aussi, peut-être là où je peux aussi insister, c'est au niveau de la sécurité. C'est vrai que, parce que pour l'instant, on n'a pas connu ce que malheureusement le Burkina connaît, et j'espère qu'on ne le connaîtra jamais. Amen. Et il faudrait
il faudrait, quand on fait quelque chose qui est bien, intensifier la chose. Parce que des fois aussi, quand on essaie de faire et on se dit que, bon, ben, de toutes les façons, il y a d'autres choses. Si ça se trouve, je dois mettre plus mon énergie ailleurs. C'est là où je dis on a besoin de sécurité. Donc, il faudrait aussi prendre des mesures pour que nous soyons vraiment comment on dit ça, à l'abri donc de tout ce que nous voyons, parce que je n'ose même pas imaginer. Et la sécurité dont je parle, ce n'est pas seulement au niveau du terrorisme, c'est aussi au niveau des maladies. On parle du coronavirus qui fait rage et tout. Je suis très contente de savoir que déjà à l'aéroport, que les dispositions sont prises, mais que ce soit intensifié, parce qu'il n'y a pas que les aéroports, il y a aussi donc les frontières terrestres, où il faut qu'il y ait cette rigueur-là. Nous devons vraiment pouvoir compter sur cet aspect. Et enfin, j'allais dire, il faudrait, pour les 70% donc, de Togolais qui ont moins de 35 ans, il faudrait vraiment avoir quelqu'un qui comprend leur vécu quotidien, qui est un praticien, qui peut véritablement répondre donc, à leurs aspirations. Donc, je parle au niveau donc, des décisions qui seront prises à l'endroit de la jeunesse. Il faut qu'il y ait des jeunes qui portent vraiment une vision de construction et d'amélioration. Et c'est des jeunes de tous bords. Monsieur Sylvestre l'a dit, on ne construit pas un pays d'un côté ou de l'autre, on le construit ensemble. Mais pour qu'on puisse le construire ensemble, il faut bien que nous soyons d'accord. Il faut pas, c'est ce que je déplore, quand tu dis tu tends par exemple la main d'un côté ou de l'autre, tu es de ce côté. Non, ça ne doit pas être comme ça. Je me rappelle pendant le dialogue où c'est-à-dire il y avait des camps, on ne veut pas me voir avec l'autre parce qu'il faut que je suis... Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas avancer dans cette guerre-là. Parce que ça ne nourrit que ceux-là qui ont des intentions personnelles d'atteindre leurs objectifs. Mais celui-là qui a envie d'apporter plus, de changer les choses, à son pays, voilà, améliorer ou apporter de la valeur ajoutée à son pays, ne peut pas être dans cette dynamique-là. Il ne faut pas que ce soit mal vu pour un opposant de pouvoir dire, je veux contribuer au développement de mon pays, donc je souhaiterais bien avoir telle responsabilité. Parce que c'est son devoir, il se bat pour ça normalement. Donc, il faut qu'on arrive au point où, des deux côtés, que chacun apporte sa pierre. Et sa pierre, ce n'est pas seulement au niveau du fauteuil présidentiel. Ce n'est pas aussi au niveau du gouvernement. Ce n'est pas être ministre qui peut faire changer les choses. On peut le faire aussi d'autres façons. Donc, soyons des leaders et construisons ce pays. Et surtout que ce quinquennat, à travers donc, les promesses et les engagements que le chef de l'État a pris, que ce soit une réalité. Que toutes les personnes qui, pour l'instant, n'ont pas prouvé qu'ils sont capables de le faire, qu'on puisse les envoyer là où ils sont plus aptes et qu'on mette les gens qui sont prêts à apporter de la valeur. Parce que la jeunesse, ça grouille, on a l'énergie, on ne demande que ça, travailler. Donc, on est, disons, cette possibilité-là, à travers les promesses, de pouvoir y aller et devenir donc des jeunes qui vont apporter plus de valeur à la nouvelle génération. Oui, hier, les cadres du Parti UNIR, au cours d'une rencontre avec la presse, ont rassuré donc, les Togolais. Ils disaient donc que Faure Gnassingbé restera à l'écoute de tous les Togolais. Sylvestre Béni, comment pensez-vous la configuration du prochain gouvernement en le comparant bien sûr à ce que nous avons connu pendant ces 15 dernières années? Bon, je crois que je serais peut-être de 20 si je dois capable et du moins prophétiser la configuration donc, du prochain gouvernement. Mais je veux véritablement que le prochain gouvernement, bon, si on arrive donc à finir avec la crise, je veux quand même que le prochain gouvernement soit un gouvernement où les gens ont envie de travailler pour le pays. Parce que vous savez, nous sortons donc du mandat social, c'est-à-dire le dernier quinquennat donc, du président, mais cela n'a pas véritablement comblé les attentes. Franchement, parce que c'est un mandat social, mais c'est beaucoup plus dans ce mandat où nous avons enregistré plusieurs grognes, tous des revendications par-ci, par-là, enseignants, praticiens, même des fonctionnaires et tout. Donc, il faut véritablement qu'on puisse sortir de cela, hein, et impacter véritablement le pays. Donc que le prochain gouvernement ne soit pas un gouvernement de remerciements,
C'est-à-dire, parce que ce gouvernement ne soit pas un gouvernement de remerciement, vous dites. Oui, un gouvernement, c'est-à-dire remercier tous ceux qui ont œuvré à ce que le chef de l'État puisse... Un gouvernement de mérite par militantisme. Voilà, un gouvernement par militantisme. Oui, telle personne a beaucoup fait. Au moins à Djinglé, j'ai eu 100%. Donc, il a beaucoup œuvré du moins dans cette localité. Viens, toi, prends ministre de la Communication. Non, il faudrait qu'on trouve des gens capables. Des gens qui méritent véritablement ce poste-là. Comme ça, cela va impacter la jeunesse et que les gens peuvent également s'identifier à la personne ou faire de cette personne leur référence. Parce que pour l'instant, l'entourage de Faure Gnassingbé aujourd'hui est très critiqué par certains observateurs. Justement, l'entourage et puis aujourd'hui, si on dit, citer un seul ministre qui a beaucoup impacté les Togolais, je crois que si on tend le micro à Tito Togolais, c'est à peine qu'on doit avoir peut-être une vérité grand V sortie, c'est-à-dire quelqu'un qui a véritablement travaillé. Peut-être que le ministre des Affaires étrangères, oui, il est un peu œuvré, parce que les sommets, tout ça, d'accord, mais les autres, qu'est-ce qu'on a vu véritablement? Certains nous diront Yak Dama parce que il a sécurisé le pays, il a maté les gens, tout ça. Non, en réalité, c'est pas ça. Donc, on veut véritablement que les gens puissent impacter positivement. Je veux véritablement que au sorti, c'est-à-dire au gouvernement, ou si on arrive donc à former ce gouvernement, peut-être au prochain gouvernement, que si on sort quelqu'un du gouvernement, les Togolais puissent au moins marcher le jour là vous dire non, monsieur le président, le gars là, il a beaucoup travaillé, on ne peut pas le sortir du gouvernement. Voilà ce que nous voulons en réalité, que le président togolais puisse... c'est lui qui est là, c'est lui que la Cour constitutionnelle a programmé. Donc pour l'instant, soyons, du moins c'est légaliste pour l'instant, on laisse donc les autres politiques de le faire et il faudrait quand même qu'ils puissent former un gouvernement qui impacte les Togolais. Voilà, Mélissa Sama, un dernier mot pour clore notre entretien, notre débat avec vous. Oui, la question voudrait savoir quelle configuration vous souhaitez pour le prochain gouvernement, puisqu'on sait très bien que tout à l'heure vous évoquez la place des jeunes dans les approches de solutions. Bon, déjà, je pense qu'il y a un aspect que le grand frère Sylvestre a soulevé, qui est de former un gouvernement de remerciement. Et je dirais, en fait, il faut décourager cela. C'est-à-dire que quand on veut remercier un leader politique, il y a 1000 façons de le remercier. Parce qu'au bout du compte, ça ne va pas apporter, ça ne va pas aider le leader de choisir quelqu'un qui n'arrive pas à produire des résultats. Aujourd'hui, quand je regarde les arguments que le chef de l'État a utilisés pendant sa campagne, il s'est basé sur des chiffres. Donc ça veut dire que de plus en plus, il y a des chiffres, de plus en plus le parti pourra avoir des éléments pour, quand ils choisissent donc leur candidat, avoir l'adhésion donc du peuple. Donc ici, je dirais beaucoup plus qu'il est essentiel que dans cette configuration, qu'on retrouve des gens qui sont capables de produire des résultats. Et qu'on évite surtout de se laisser aller aux critiques. Ce n'est pas parce qu'on dit que telle personne ne doit pas être au pouvoir, c'est-à-dire au gouvernement, qu'il ne doit pas l'être. S'il mérite de l'aide parce qu'il produit des résultats, conformément à ses cahiers de charges, alors qu'il y soit. Maintenant, s'il y a des gens qui peuvent apporter, je parlais tantôt donc de l'aspect constructif de la chose. Tout le monde doit pouvoir apporter sa pierre à la construction. Et dans cette construction, j'allais dire construction, ça va venir. Dans cette construction, je suis désolée, je me sens un peu faible. Dans cette construction-là, il est essentiel que tous les... Je ne parle même pas de bord, mais la composition, que les personnes âgées, les personnes, les aînés, les jeunes, qui puissent se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde, on voit à peu près, il y a très peu de jeunes au gouvernement. Et même les jeunes qui sont au gouvernement ont donc des responsabilités peut-être aussi qui sont limitées. Il faut qu'on prenne des jeunes qui sont capables, j'insiste là-dessus, des jeunes, des femmes, des personnes même d'autres bords qui peuvent apporter de la valeur ajoutée. Parce que les 5 années là, ce n'est pas seulement pour le parti au pouvoir, mais c'est pour notre pays. C'est pour tous les Togolais. Voilà, il faut qu'en 2025, qu'on retrouve le Togo parmi les pays les plus en vue en termes de développement et de croissance. Et je sais que les Togolais sont très intelligents
que les Togolais ont beaucoup de potentialités. Ils n'attendent que des conditions favorables. Alors mon message pour tous les Togolais, c'est que chacun crée ces conditions favorables-là. Que nous ne soyons pas ceux-là qui allons participer à entretenir des gens qui ne surfent que sur la grogne ou sur des intérêts personnels. Mais que nous surfons, que nous soyons beaucoup plus orientés vers qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Et on peut le faire. Merci à vous, Mélissa Sama. Vous êtes donc la coordinatrice de la plateforme cadre des jeunes entrepreneurs, fonctionnaires et artistes du collectif des jeunes pour le développement. Merci d'avoir accepté donc débattre de tous ces sujets avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Sylvestre Béni, directeur de publication du journal La Manchette qui paraît tous les mercredis. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour lire également La Manchette. Merci à Georges Atitiou pour l'assistance technique au micro et l'Ipling au de Camus, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. Cette émission, vous pouvez également la suivre sur Togo Info. Merci à vous, Romuald, pour la réalisation audiovisuelle.